Notre histoire commence il y a environ 100 000 ans avec la présence de petits groupes d'hommes de Néandertal éparpillés dans toute l'Europe. C'était un genre d'hommes différents, mais il disparut lors de l'arrivée de populations de Cro-Magnons, nos ancêtres directs. Les hommes de Cro-Magnon chassaient les rennes et les bisons, vivaient dans des huttes rondes qu'ils protégeaient par des palissades, et bien que primitifs, ils ont laissé des décorations de grottes qui nous émerveillent encore. Elles sont reconnues comme les premiers chefs-d'œuvre au monde. Nous sommes à la fin des grandes glaciations. Les hommes se sédentarisent et, se réunissant en petits villages composés de maisons de bois, ils commencent à développer l'agriculture, l'élevage, la céramique et la culture du lin pour en faire des tissus. Suivant le culte des astres, ils construisent d'énormes temples mégalithiques pour calculer les cycles de la nature. Ce n'est qu'au début de l'âge du bronze que se forment les premiers grands peuples européens, dont les plus puissants sont les Ibères, les Ligures et les Daces. Un millénaire plus tard, d'autres peuples deviennent tout aussi importants. Ce sont les Étrusques, les Grecs, les Carthaginois, les Germains, les Bretons et les Celtes. Les Celtes, peuple indo-européen provenant d'au-delà du Danube, avaient la renommée d'être riches et courageux. Les sépultures de leurs rois témoignent d'un art très raffiné et leur culte, prêché par les druides, était celui de la transmigration de l'âme. Une sorte d'équilibre régnait alors entre les frontières, mais il se troubla au début de l'âge du fer. Pour coloniser la Méditerranée, des marins grecs avaient envahi les côtes italiques et ibériques. D'autres Grecs, les Phocéens, débarquaient aux Bouches-du-Rhône pour y fonder plusieurs cités, dont Massilia, qui devint la Marseille actuelle. Devant cette invasion, les Ibères, les Celtes et surtout les Ligures qui contrôlaient le territoire attaquèrent les Phocéens, mais Massilia était puissante. Elle écrase les Ligures et leur enlève une citadelle qu'elle appellera Nice, comme la déesse grecque de la victoire. En Europe, entre-temps, les invasions continuaient. Les Carthaginois avaient annexé les terres des Ibères, tandis que les Germains, à la recherche d'un climat plus tempéré, avaient envahi en masse les terres des Celtes, et ce fut le chaos. La poussée des Germains fut si rude que certains peuples celtes s'enfuirent sur les terres des Bretons. D'autres furent repoussés vers la péninsule ibérique, vers les terres des Étrusques, le Danube, ou encore en Gaule, où ils seront appelés Gaulois. Les Celtes gaulois, une centaine de peuples souvent en conflit entre eux, avaient comme forteresse les Oppidas. Grâce à leur formidable cavalerie guerrière, ils faisaient des incursions et les Gaulois sénons ravagèrent même Rome, à cette époque une modeste citadelle.
Cela donna probablement un tournant à l'histoire, car Rome, saccagée, voulut se venger. Elle forma alors une redoutable armée, écrasa les Étrusques, annexa la péninsule italique et envahit les territoires en deçà des Alpes, les nommant Gaule cisalpine. Les Gaulois saliens et arvernes, alarmés par l'avancée romaine, aidèrent alors les Carthaginois d'Hannibal lors de son invasion de l'Italie. Mais la République romaine, bien qu'attaquée sur ses propres terres, était devenue une véritable machine de guerre. Elle contre-attaqua, battit les troupes d'Hannibal et effaça Carthage pour toujours. Puis, pour contrôler la Méditerranée, occupa la péninsule ibérique et la Grèce, s'arrêtant menaçante aux frontières de la Gaule. Les riches Gaulois éduins, tout comme Marseille, préférèrent s'allier à Rome plutôt que la combattre. Les Saliens, au contraire, formèrent une coalition et attaquèrent Marseille. Rome, elle, n'attendait que ça. Ses légions passèrent alors les Alpes, écrasèrent la coalition gauloise et sur les territoires soumis fondèrent la Gaule narbonnaise. Les troubles des Gaulois, cependant, n'étaient pas terminés. Des centaines de milliers de Germains suèves, en envahissant la Gaule, poussaient les Helvètes à envahir les terres des Éduins, amis de Rome. Rome intervint encore, et c'est le proconsul Jules César qui fut chargé de la mission. À la tête de ces légions, César rentre donc en Gaule et bat les Helvètes. Puis il bat aussi les Suèves, s'installe sur les terres conquises et propose aux Gaulois de se joindre à la République romaine pour s'opposer ensemble aux incursions des Germains. Les Gaulois, préoccupés par la présence des troupes romaines sur leurs terres, refusèrent. Au contraire, ils appelèrent à l'aide les Belges, des Celtes germanisés. Mais César était invincible. Il bat même les Belges et, profitant des mésententes entre les Gaulois, il conquiert l'ensemble de la Gaule, la nommant Gaule transalpine. Les Gaulois, pourtant, ne s'avouaient toujours pas vaincus. Mis de côté leurs anciens différends, ils avaient réuni leurs forces pour affronter l'envahisseur commun. Et c'est un jeune chef arverne, appelé Vercingétorix, qui prit le commandement de la coalition. Au cours des premiers combats, César est battu. Mais il regroupe alors ses forces, contre-attaque, brûle les terres des Gaulois et, assiégeant Vercingétorix à Alésia, il met fin à la rébellion. César écrira dans son commentaire sur la guerre des Gaules avoir triomphé sur le Terror Gallicum, mais à son retour à Rome, César est assassiné. S'ouvre alors une lutte terrible pour le pouvoir, qui se termine quand Octavien Auguste, neveu de César, écrase les conjurés et se fait couronner empereur par le Sénat. C'est l'Empire romain. Pour mieux contrôler la Gaule transalpine, Octavien Auguste la divise en Gaule lyonnaise, Aquitaine et Belgique. Toutefois, les Gaulois n'étaient pas tous soumis. Bien que prenant la citoyenneté romaine et accédant au Sénat, certains d'entre eux voulurent encore se rebeller. Rome les réprima alors si durement que la Gaule entière dut accepter
la paix romaine. C'était une paix armée, mais la supériorité militaire de l'Empire permettait au commerce de se développer en toute tranquillité. Rome continue ses conquêtes sur l'île britannique et annexe les terres des Daces. Pourtant, sa longue paix devait trouver sa fin. Arrivant d'Asie, des hordes de Mongols huns et de Turcs alains dévastaient tout sur leur passage. Ils pénètrent même dans les terres des Germains, refoulant les Goths vers la mer Noire, et les Francs, les Alamans et les Burgondes vers les terres des Gaulois. C'est à nouveau le chaos. Les frontières de l'Empire sont renversées. Rome réagit alors. Ses troupes battent les Francs, les confinant au nord, puis elles battent aussi les Alamans, les repoussant vers le Rhin. Mais la situation n'est plus contrôlable. L'Empire romain est trop étendu pour être bien défendu. Il est alors divisé en deux. L'Empire romain d'Occident, avec pour capitale Mediolanum, l'actuel Milan, Rome étant devenue un centre religieux chrétien, et l'Empire romain d'Orient, avec Byzance pour capitale. Cependant, affaibli par les Germains, l'Empire romain d'Occident doit aussitôt abandonner l'île britannique aux Saxons. En Gaule, il recrute les Alains dans son armée et assigne aux Burgondes un large territoire en Gaule lyonnaise. Mais la pression des Huns d'Attila ne donnait pas de répit aux Germains. Les Suèves et les Vandales, refoulés en Gaule, la traversent pour enfin s'établir en Espagne et en Afrique, tandis que les Hérules, poussés en Italie, la saccagent en déposant l'empereur romain d'Occident. Pour Rome, symbole de la chrétienté, c'était la fin. Mais Byzance s'oppose. Il s'accorde avec le prestigieux peuple des Goths, qui transitaient sur son empire, et leur donne la tâche de libérer l'Italie. En échange, ils auront des territoires en Gaule. Les Goths se remirent donc en marche et, arrivés en Italie, ils écrasèrent les Hérules. Puis ils se divisèrent en deux peuples. Les Visigoths, qui, joints aux dernières troupes romaines, vont chasser les Huns pour enfin s'installer en Aquitaine, et les Ostrogoths, qui occupèrent l'Italie, désobéissant aux ordres de Byzance. Tandis que les Huns, en fuite, poussaient les Slaves à envahir les plaines de l'Est, la Gaule, remplie de royaumes barbares qui se faisaient la guerre entre eux, devenait terre de conquête. Et c'est Childéric Ier, roi mérovingien des Francs saliens, qui attaque en premier et annexe les territoires limitrophes. Son fils, Clovis, plus ambitieux, s'élance de Tournai pour conquérir l'ensemble de la Gaule. Les Francs étaient alors puissants. Clovis bat et annexe le dernier bastion romain en Gaule, bat les Burgondes et s'allie avec eux,
bat les Visigoths, les repoussant en Espagne, puis il bat même les Alamans, étendant son royaume jusqu'à la Haute-Rhénanie. Enfin, conscient de la force d'union de l'Église, il se fait baptiser chrétien, obtenant le titre d'Auguste par le pape. Clovis, premier roi de l'ancienne France, établit sa capitale à Paris et ses fils annexent la Burgonde, mais leurs héritiers diviseront le pays en 3 grands royaumes francs, la Neustrie, l'Austrasie et la Bourgogne. Tandis que les Byzantins chassaient les Ostrogoths de l'Italie, les Francs se battaient contre les Gascons, les Bretons, les Germains lombards, et même entre eux, car Clotaire II de Neustrie annexa l'Austrasie. Sous Dagobert, dernier roi mérovingien, le royaume franc se reconstitua, quoique l'Aquitaine s'en détacha en proclamant son indépendance. En Espagne, le royaume wisigoth vivait son apogée, mais en France, la couronne des Francs devenait toujours plus faible. C'est la période des rois fainéants. Les maires du palais font les seigneurs et l'un d'entre eux, le duc d'Austrasie, Charles Martel, arrive même à enfermer le roi Childéric III dans un monastère. Puis ils conquièrent la Neustrie, la Bourgogne, les actuelles Autriche, Bavière et Pays-Bas, devenant le vassal le plus puissant du royaume franc. En Europe, entre-temps, un nouveau grand danger approche. Les armées d'une nouvelle foi, l'islam, après avoir conquis les possessions orientales de l'Empire byzantin, avancent vers les Balkans. Mais ils sont repoussés par les Bulgares. Ils passent alors par l'Afrique, envahissent la péninsule ibérique et écrasent les Visigoths. Ce sont les musulmans. Ils seraient rentrés en France si le duc d'Aquitaine ne les avait combattus et si Charles Martel ne les avait pas arrêtés à Poitiers, les repoussant en Espagne. À Charles Martel succédèrent ses fils, Carloman et Pépin le Bref. Mais comme Carloman choisit la vie monastique, Pépin resta seul au pouvoir. Il déposa alors définitivement Childéric III et se proclama roi des Francs à sa place. Mais sa couronne n'était pas légitime. Il avait besoin de l'Église et l'occasion se présenta avec une invasion des Lombards à Rome. Le pape Étienne II appelle à l'aide Pépin le Bref, qui rentre alors en Italie et bat les Lombards. En récompense, il est sacré unique et légitime roi des Francs.